Elle est vivante, elle a encore la haine au ventre, la rage au corps, la bête immonde. Qu'elle tourne au loin comme un vautour, ou rampe et ronge tout autour, la bête immonde. Depuis le temps qu'elle fait le trou de sa tanière grise, là-bas, ici, partout, au cœur de chacun de nous, elle est l'enfant que la bêtise a conçu avec l'ombre, la bête immonde. Depuis le temps qu'on laisse faire tous les suppôts de son enfer, la bête immonde. Qu'elle a vomi des Gestapo dans toutes les guerres, tous les ghettos, la bête immonde. Que des salons dans des salons lui trouvent des excuses, lui trouvent des raisons, plébiscitées par des cons. Elle est la fille de la ruse qui naît sur les décombres, la bête immonde. Pleure, pleure, ma mère la terre, des larmes de siècles et de sang. Oh, pleure, pleure, des gouttes d'océan. Sur les champs qui montent des wagons, les camps, les tortionnaires, les frères qui clouent leur fer au poteau des religions. Oh, pleure, ma mère la terre, au fond de tes entrailles gronde la bête immonde. Faut lui faire sauter la tête avec sa propre bombe, la bête immonde. Depuis qu'elle nous pollue l'histoire, à coups de glaive, à coups de gloire, la bête immonde. Que son crachat sur ton drapeau dépend de ta couleur de peau, la bête immonde. Depuis qu'elle rôde avec sa faux, emblème de son règne, depuis qu'elle dit je t'aime aux cagoules, aux échafauds, il faut cribler de chrysanthèmes jusqu'à ce qu'elle succombe, la bête immonde. On pleure, pleure, ma mère la terre, des larmes de siècles et de sang. Pleure, pleure, des gouttes d'océan. Sur les bouquins, dans les bûchers, les cris, les ratonnades, sur les croix des croisades et les continents barbelés. Pleure, ma mère la terre, au fond de tes entrailles bombe, la bête immonde. Et qui va lui planter un pieu dans le cœur? Qui va l'amputer du goût de l'horreur? Au fond de tes entrailles rondes, la bête immonde. Oh, pleure, ta mère la terre. Au fond de tes entrailles rondes, la bête immonde.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, 32e hebdo des luttes. Bonjour Philippe. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Le retour de Philippe. Je suis là. C'était bien pour. C'était bien, bien travaillé. Bien travaillé. Ouais. Vous avez dû remarquer l'introduction, la bête immonde. La bête immonde, effectivement, n'est pas morte. Mobilisation sociale, mobilisation aussi dans les urnes. On compte sur vous. Voilà, pour info, c'est notre dernier numéro de la saison. Pas définitivement. Nous reviendrons au mois de septembre et en attendant, nous ferons encore des reportages sur Plus belle les luttes sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Tout de suite, place aux brèves. Alors, les dernières brèves de ce journal. Tout d'abord, une vraiment très très mauvaise nouvelle. C'est voilà, liquidation économique de MBF dans le Jura, à Saint-Claude, une fonderie d'aluminium. Total a arrêté le marché, part produire ailleurs. Et pour l'instant, le gouvernement ne dit rien. Les salariés bloquent l'usine pour justement demander une prime, une nouvelle prime, une surprime pour leur licenciement. À titre personnel, Plus belle les luttes, on dirait, vous bloquez l'usine. Eh bien, travaillez à un projet de reprise industrielle sur Saint-Claude. Ça, c'est clair. Le gouvernement vient de prendre une grande claque. En effet, le Conseil d'État vient de dire stop à la réforme du chômage. Plus d'1 million de chômeurs vont ainsi garder leurs indemnités. Par contre, restons motivés, restons mobilisés, parce que le gouvernement reviendra sur cette réforme et si on ne se mobilise pas suffisamment, ça risque d'être saignant. Si vous voulez prendre l'avion à Roissy ou Orly, faites bien attention, parce que tous les salariés de l'aéroport de Paris sont en grève à partir du 1er juillet. Et ça va être une grève massive. Pourquoi ? Parce que ADP, qui a investi 1,6 milliard d'euros à l'étranger, notamment dans les aéroports indiens, on en parlait la semaine dernière, eh bien, a décidé de baisser les salaires de tous les salariés. Il faut faire des économies. Et oui, et voilà. Et donc, attention avant de prendre l'avion, et nous sommes solidaires avec les salariés d'ADP. Ils ont dit non. Tout d'abord, total soutien aux salariés de Carrefour et particulièrement au Carrefour Port-de-Bouc qui en sont à leur 19e jour de grève. Alors, on connaît maintenant le repreneur. C'est une filiale de Carrefour, le repreneur. En fin de compte, une filiale qui vient du Maghreb. Pourquoi ? Parce qu'il paraît que ce sont des spécialistes pour justement distribuer des produits venant du Maghreb. C'est une sorte de vraie discrimination par rapport aux Carrefour qui sont vendus. On vous le dit, monsieur Lombard, et vous le disent les salariés. Non à la location-gérance. On reste dans Carrefour et on garde nos conquis sociaux. Vous entendez ça ? Donc, effectivement, le repreneur n'est pas le bienvenu et ne sera jamais le bienvenu. Donc, total soutien et on continue à faire des reportages sur cette grande mobilisation sociale. Autre mobilisation sociale, Philippe. Oui. Et on doit aussi dire non au projet Clamadieu, au projet Hercule, qui a rassemblé le 22 juin à Paris des salariés électriciens, des salariés gaziers qui s'opposent à ce projet. Et ce projet, il est néfaste pour eux, mais si nous, on n'est pas derrière eux, nos factures exploseront. Donc on doit se mobiliser avec eux et pas attendre qu'eux aillent nous chercher ce dont on attend. Dans cette rubrique pour la dernière de la saison, on a choisi de vous reparler de la SAD, ex-SAD, avec Maxime Picard, et de Scopti, 1336, ex-Fralib. Pourquoi ? Parce qu'un jour, ils ont dit non aussi. Un jour, ils ont dit non et décidé de créer, d'un côté, une SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif, donc la diffuseur de presse, pour toute la région marseillaise et PACA, et de l'autre côté, une SCOP, Société coopérative ouvrière de production, avec Olivier Leberquier, les ex-Fralib, lorsque justement Unilever a décidé de liquider le thé éléphant. Voici ce qu'il en résulte. On faisait partie du groupe Restalis, ancienne NMPP, et qui est c'était une coopérative de patrons, des patrons des quotidiens nationaux et des grands magazines de tous les 90% des magazines en France. Eh ben, ça faisait coopérative. Pour remettre dans le contexte, sous le gouvernement Macron, ils ont pondu il y avait une loi qui encadrait la distribution de la presse depuis la Libération, où en gros les titres, soit ils se distribuaient tout seuls,
soit ils étaient mutualisés à l'intérieur des coopératives. C'est pour ça qu'il y a ce système de coopérative, parce que le coût de distribution d'un titre pour aller de Paris à Marseille, puis de Marseille dans chaque point presse en France, c'était monumental. Et donc, pour permettre la démocratie, l'accès à l'information, à la culture, au divertissement aux citoyens, il y avait ce système-là qui avait été mis en place. Sous le gouvernement Macron, il y a une loi qui a été une modification de la loi Bichet qui a été mise en place, où ils vont ouvrir à la concurrence en 2023 tout le secteur de la distribution de la presse pour pouvoir le faire par des sociétés commerciales. Donc derrière, c'est type Géodis, Amazon, etc., etc. En gros, l'idée c'était celle-ci à la base pour eux, même si, vu ce qui s'est passé l'année dernière, tout est un peu remis en question, même si la modification de la loi Bichet, elle a été votée et c'est donc la loi. Donc dans ce contexte, pour commencer à arriver à la mise en place de ce nouveau système, ils ont liquidé toute la filiale province de Prestalis, qui était donc les SAD, où il y avait une vingtaine de SAD en France, qui couvraient 80% de la partie province. Ils l'ont liquidé. L'annonce de la liquidation, on l'a eu le jour du déconfinement, le 11 mai de l'année dernière. Et le jugement au tribunal qui a confirmé ça, on l'a eu le 15 mai. Et c'était une liquidation sans continuité d'activité, parce que souvent, il y a continuité d'activité pour permettre, et pour un secteur aussi crucial en termes démocratiques qui est la presse, non, ils ont tout arrêté, et donc on s'est retrouvé à Marseille. Enfin, je dis Marseille, mais c'est la métropole ex-Marseille, du 11 mai, parce qu'on était en grève le 11 mai, jusqu'au 24 septembre, sans aucune distribution de la presse, et notamment de la presse quotidienne nationale, alors c'était pas le cas à Port-de-Bouc de tête, mais avec un arrêt pendant les élections municipales, etc., puisque avec les différents tours. Ça a été catastrophique. Donc nous, la première chose qu'on a fait, c'est de dire, on lève la main dans les assemblées. Bon, on a la chance qu'on était à 99,5% adhérents à la CGT dans l'entreprise. Donc ça permet, les capacités de mobilisation, elles sont un peu différentes que quand on est des individus sans syndicat, sans organisation. Et de la même façon qu'à Fralib, on aurait pu se dire on va chercher l'argent, ça aurait été réglé. Nos patrons, c'est tous des milliardaires, hein, c'est la presse. Donc, alors ils gagnent pas beaucoup d'argent avec la presse. Ça c'est l'information, la bataille de l'information, la presse. Par contre, à côté, on a le droit à Bernard Arnault, Xavier Niel, etc. Bon, tous les acteurs qu'on connaît, qu'on entend parler tous les jours, c'est eux qui étaient nos patrons et qui le sont d'une certaine manière aujourd'hui, puisque les titres leur appartiennent, et c'est eux qui nous les confient aujourd'hui dans le cadre de la coopérative. Donc on n'a pas cherché l'argent, nous on avait un savoir-faire, on voulait continuer à travailler, à le faire vivre, à le transmettre aussi, parce qu'on est une profession historiquement qui transmet aussi de père en fils ou de mère en fille. Alors c'est un peu plus, c'était moins le cas jusqu'à présent. Maintenant on a des filles dans les ateliers. Mais bon, c'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur et qu'on voulait pas se faire piétiner comme des malpropres. Ils se sont servis de nous pendant toute la période de confinement. On était en gros les deuxième, troisième, les troisième lignes, mais qui ont fait vivre. On a travaillé tous les jours et là, du jour au lendemain, il n'y a plus de confinement. Vous dégagez. Bon, ça pouvait pas passer. Et donc, nous, le premier aspect, ça a été, on va se battre pour garder notre travail. On n'était pas rentré on peut faire autre chose, on peut faire une coopérative, une société coopérative. C'est venu après pour dire, mais attendez, ce système il est complètement fou. Si on met pas l'ensemble des acteurs qui sont concernés par la distribution de la presse, enfin par la presse en général, autour de la table et dans la même entreprise, ça marchera jamais. Parce que à cause de la loi qui a été modifiée, mais aussi si les premiers concernés qui sont les citoyens lecteurs, les collectivités, même les entreprises partenaires
ils sont pas tous à l'intérieur et pour dire il faut plus jamais que ça se reproduise parce que c'est une catastrophe démocratique qu'il n'y ait plus de presse en France, de presse papier en France, eh ben on n'y arrivera pas. Donc c'est comme ça qu'on est venu petit à petit au modèle de société coopérative d'intérêt collectif qu'on connaissait pas. Mais voilà, en discutant avec les experts économiques, etc., entre nous, beaucoup dans la CGT, eh ben ça a permis de poser sur papier ce projet. Aujourd'hui, la seule chose qu'a de français de cette marque éléphant, c'est l'argent des consommateurs français. Puisque les plantes qui autrefois venaient de nos régions, bah maintenant ça vient de l'autre bout du monde. Ça fait des milliers de kilomètres avant d'arriver dans la tasse du consommateur. Une infusion de tilleul éléphant, ça vient d'Amérique latine. Pour des raisons fiscales, ils centralisent tout au port d'Anvers. Une fois que ça arrive à Anvers, ça traverse jusqu'à l'est de l'Allemagne pour aller chez leurs sous-traitants, être coupé, mélangé, aromatisé avec un petit peu d'arôme chimique pour donner un peu plus de saveur au produit. Maintenant, ça reprend la route pour aller à Katowice en Pologne. Et une fois que c'est conditionné, ça vient en France pour être vendu aux consommateurs français. Alors que nous, on fait un petit peu plus simple avec notre, par exemple, pour reprendre l'exemple du tilleul. Là, en ce moment, c'est la pleine période. On a le syndicat des tilleuls des baronnies et des camarades qui font de la cueillette militante tous les ans pour nous dans la Drôme provençale, à Buis-les-Baronnies. C'est à peu près à 130 km d'ici. C'est cueilli sur place, séché sur place, coupé sur place. Ça fait 130 km pour venir à l'usine. On conditionne, on propose aux consommateurs français. Je pense qu'en termes de bilan carbone, il n'y a pas photo entre nous et les produits d'Unilever. Malheureusement, on joue pas dans la même cour. Et donc, pour reprendre mon propos sur la finalité de l'accord de fin de conflit, je pense qu'ils se sont dit on va mettre la barre suffisamment haut en leur donnant pas de volume, en donnant de l'argent pour compenser, pour démarrer, et pas pour qu'ils lâchent. C'est ce qu'on a fait. Hein. On était 76 sur les 182 de départ, 76 à avoir lutté jusqu'au bout. Donc, on a signé cet accord de fin de conflit. On regrette pas parce ça a été fait à l'unanimité. Hein, les 76 ont accepté de signer cet accord de fin de conflit au bout de 3 ans et demi. Mais dans leur esprit, ils se sont dit ça sera pas suffisant pour qu'ils réussissent. Avec des petits ouvriers, ils vont s'amuser pendant 3 ans avec l'outil industriel et au bout de 3 ans, ils seront plus là. Bon, c'est pas simple, mais maintenant, ça fait 7 ans et on est toujours là. Donc là, ils commencent à nous regarder un petit peu différemment, même y compris les acteurs qui, jusqu'alors, nous suivaient pas. Je pense aux banques, même les banques coopératives, qui logiquement seraient là pour censément aider les coopératives. Nous, on les attend encore un petit peu. Bon, ils commencent à nous regarder un petit peu différemment maintenant. Mais pareil, je pense que quand on arrive en mai 2014, où je fais court sur ce domaine-là, mais on arrive avec 3 millions d'euros à mettre sur le compte pour démarrer la coopérative, entre ce qu'on a tiré d'Unilever et ce qu'on a mis au capital. Je sais pas, je crois qu'en 1 heure, 1 heure et demie, c'était réglé, quoi. Je me souviens pas que le conseiller qu'on a en face de nous, au Crédit Coopératif, m'ait dit, oh là là, 3 millions, comment on fait? Présentez-moi un plan d'affaires, on peut pas poser comme ça. Non, en 1 heure, c'était réglé, les 3 millions étaient chez eux. Par contre, quand 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, on commence à aller le voir parce qu'on voit que les 3 millions, nous, ça commence à fondre et il y a des investissements à faire dans l'entreprise et on a déjà eu un bilan négatif parce que c'est la manière dont on a construit notre entreprise. On est des très mauvais capitalistes, mais ça tombe bien parce qu'on n'a pas envie de devenir des bons capitalistes. Et donc, on a, nous, choisi de rentrer tout le monde dans l'entreprise alors qu'il n'y avait pas d'activité. Donc, c'était prévu qu'on ait un bilan négatif dès le départ. Et pour l'instant, on n'est que sur des bilans négatifs. Et on approche tout doucement à atteindre le point d'équilibre financier de l'entreprise. Et donc, quand on va les voir à ce moment-là, là, bizarrement, c'était plus possible. Il fallait présenter un plan d'affaires, il fallait présenter des garanties, etc. Donc on leur rappelle que quelques mois avant, on était venu mettre 3 millions sur le compte et on avait encore de l'argent dessus. Hein, on n'était pas à découvert. Donc ça a été compliqué. On a mis plus d'1 an et demi à avoir des financements et même là encore aujourd'hui, c'est très frileux. Mais on commence à avoir un regard un petit peu différent. Et donc pour finir là-dessus, pour finir sur le début de la coopérative, donc on est 182 à l'annonce de la fermeture en septembre 2010. On lutte jusqu'au bout à 76. Nous, on fait le choix, c'est ce qui fait notre particularité, parce que pour nous, ce qui est essentiel, c'est les hommes et les femmes qui constituent l'entreprise. On fait le choix de dire aux 76, tout le monde peut partir dans l'aventure de la coopérative. Donc sur les 76, on est 58 à être rentrés dans ce projet de coopérative. Et sur les 58, 46 avec la volonté d'y être salariés.
Pourquoi le delta entre 58 et 46 ? La lutte a tellement duré longtemps, c'est qu'il y en avait quelques-uns d'entre nous, 2010, ils sont assez éloignés de la retraite. 2014, quand on sort du conflit, ils sont tout proches. Ils souhaitent être coopérateurs avec nous, mais ils n'ont plus besoin d'être salariés, ils sont remplis de leur trimestre et ils peuvent partir à la retraite. Et donc, on a aujourd'hui atteint le premier objectif de salarier tout le monde. Les 46 ont été salariés. Plusieurs d'entre nous, 8 d'entre nous, sont déjà passés du statut salarié SCOPTI aux salariés retraités à taux plein à 60 ans. Ils sont partis. Enfin, ils sont toujours coopérateurs, mais ils sont plus salariés. Aujourd'hui, on est 39 salariés. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un résultat financier qui est toujours en progression. On est parti avec un chiffre d'affaires à 460 000 euros au premier exercice. On a terminé 2020 à 4,2 millions. On a réduit le déficit de première année à moins 1,4 million, moins 760, moins 440, moins 97 000 en 2019. Et là, 2020, c'est tout proche de l'équilibre. Donc voilà, on est en perpétuelle progression, on continue à avancer. Néanmoins, c'est encore pas gagné parce que c'est compliqué. Moi, je le dis de cette manière-là pour bien faire comprendre le fond de ma pensée. On aurait bien aimé, avec la lutte des Fralib, faire tomber le système capitaliste, mais ça échappait à personne que c'est pas le cas. Et nous, on travaille dans une activité industrielle dans l'agroalimentaire où il est essentiel que nos produits soient présents dans la grande distribution, puisque 85% des consommateurs achètent les produits dans la grande distribution. On peut trouver ça scandaleux, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est ici, à cet endroit-là que ça se passe, et donc nous, c'est incontournable. Nous sommes maintenant avec Alain Audier. Alain Audier, qui est de la CGT ArcelorMittal, mais qui est aussi président du comité de surveillance. Le comité de surveillance, Philippe, c'est un comité qui a été créé il y a 2 ans, sous l'impulsion du regretté camarade Jacques Bidard, qui regroupe les municipalités, le syndicat CGT, mais les syndicats CGT aussi du Golfe de Fos, et des associations environnementales. Pour dire quoi ? Pour dire à un moment donné, la pérennité du site, elle doit passer par produire différemment et mieux. Voici les explications. L'objectif, c'est bien de pérenniser l'entreprise et de pousser l'employeur à faire des investissements pour pouvoir justement et moins polluer et surtout avoir un impact sur le climat qui se réduise au maximum, quasiment à zéro. Donc, d'où l'idée de construire un projet alternatif à ce qui se passait dans l'entreprise et de pousser la direction à se positionner sur ces sujets. Donc, on a produit un outil, un support, dans lequel on explique un petit peu notre démarche et comment on voulait à terme arriver à une entreprise pérenne qui ne pollue plus et qui n'a plus d'impact sur le climat. Ça, c'est le principe de fond. On s'est dit, donc on a présenté ceci à une assemblée publique à Fos et donc on a expliqué notre démarche, comme je viens de le faire, et on s'est dit... On avait invité aussi les municipalités à cette assemblée publique, donc les maires de tout le bassin, partant de Martigues jusqu'à Miramas, et bien sûr pour Saint-Louis et tout le périmètre jusqu'à Saint-Martin-de-Croix, etc. Donc on est sur le golfe de Fos, qui est le golfe le plus industrialisé de France. Dans nos projets, dans le projet en fait qu'on a déposé, et y compris auprès de la direction et auprès des différentes municipalités du coin, c'était de dire voilà, il faut qu'on ait une perspective de développement d'emploi aussi. Au-delà de ce qui existe, c'est qu'on est, je prends l'exemple, notamment du recyclage de ferraille. Nous, on est sur une phase à chaud où on produit à partir de minerais, mais on peut aussi enfourner de la ferraille. Et donc l'idée, c'est aussi de développer l'enfournement ferraille pour réduire la quantité de fonte produite et donc de réduire l'émission de CO2. D'où la proposition de déconstruction de navires. L'idée de déconstruire des navires et de recycler la ferraille qu'on va déconstruire directement au sein de la scierie. Donc de là, on a proposé, y compris dans nos projets de proposition, de pousser à la création d'un chantier de déconstruction navale grand angle. C'est-à-dire que notre vision, c'est de dire, voilà, c'est un projet qui devrait être pris en main par le département, par les municipalités, par les territoires globalement, et réfléchi, conçu avec une perspective sur des emplois statutaires, bien sûr, et qui n'ait pas d'impact sur l'environnement, en premier lieu.
Donc une fois qu'on a construit ces projets, effectivement, on peut, à partir notamment du charbon, on peut produire de l'éthanol. Et c'est aussi dans ce projet-là qu'on a émis l'idée que ce sont des projets qui s'appuient sur une réalité, puisque c'est une entreprise qui s'appelle Lanzatech, qui est néo-zélandaise, qui a le brevet. Ils peuvent retraiter, effectivement, on peut retraiter à partir du CO2, enfin du charbon. Je ne parle pas du charbon en tant que tel, parce que en fait l'élément majeur d'émission de CO2, c'est le charbon en fait. Hein. Chez nous, pour ce qui nous concerne, on a la coquerie, mais c'est au sein du haut fourneau qu'on émet le plus de CO2, parce on injecte du charbon, et bien sûr la réduction du minerai se fait à base de charbon, donc une émission massive de CO2. Et à partir de ce CO2, on peut faire de l'éthanol. Donc c'est quand même intéressant de regarder ça dans une phase là on parlait de transition écologique, et effectivement dans une phase de transition, on peut très bien se dire qu'on peut encore continuer à utiliser du charbon sans que ce soit nocif pour l'environnement directement, puisqu'on peut retraiter, mais c'est du transitoire. Pour nous, c'est du transitoire, ça ne peut pas être définitif. Ça peut être que sur une phase transitoire, par contre, il faut absolument investir d'urgence, rapidement. Donc voilà le cheminement dans lequel on est pour développer des propositions. Et on s'est dit, à partir de ces propositions-là, on s'est dit, mais voilà, nous on est ArcelorMittal, mais il n'y a pas que ArcelorMittal sur le bassin, il y a de la chimie, de la pétrochimie, et d'autres entreprises qui sont aussi polluantes, qui émettent des pollutions. On n'est pas les seuls acteurs dans l'entreprise, c'est-à-dire travailleurs dans l'entreprise. Il y a aussi tout ce qui est autour de l'entreprise. Et donc, d'où l'idée de créer un comité qui rassemble un petit peu tous ces acteurs pour pousser la réflexion le plus loin possible. Parce que là-dedans, il y a aussi les citoyens, les habitants, qui eux sont exposés de manière massive aussi aux produits toxiques émis par les entreprises. Et donc, créer un comité, c'était rassembler les travailleurs de toutes les entreprises à travers leurs syndicats. Madeleine, enfant, écoutait sa grand-mère lui raconter l'histoire de sa famille et de ses proches. D'Antoine, le jacobin, à JC, le trotskiste, en passant par Camélina, le communard, ils furent de tous les combats de la gauche révolutionnaire française depuis 2 siècles. Pleine de fracas, d'espérances déçues, de déchirures et malgré tout d'optimisme, leur histoire, c'est l'histoire des Rouges. Voici le bouquin pour cet été de Pascal Fautrier, Les Rouges, aux éditions .ponts. 640 pages, tranquille à lire. Voilà. Bon été à toutes et à tous. Restons mobilisés. Ouais, restons mobilisés parce que en septembre, ce sera très compliqué. Voilà, on se retrouve en septembre pour un 33e hebdo des luttes. Bon été. Ciao, ciao. Bonnes vacances.